La jeunesse est en état de vigilance antiraciste. C'est la jeunesse qui subit en priorité les contrôles d'identité et les violences policières dans les quartiers populaires. C'est encore la jeunesse qui souffre des inégalités raciales à l'école, assurant dès le plus jeune âge le tri entre blancs et non-blancs. C'est toujours la jeunesse qui est entravée dans son accès à l'université en fonction de ses origines à cause des plateformes de sélection sociale comme Parcoursup. Et c'est enfin la jeunesse qui subit de plein fouet les discriminations à l'emploi, entravant son entrée dans la vie active et la condamnant à la précarité. Là où d'autres vivent un temps d'insouciance et de désinvolture, les racisés découvrent très tôt, au détour d'une parole, qu'ils sont un autre et que cela justifie qu'on les humilie, qu'on les ostracise et qu'on les marginalise. Leur perception du monde en devient inchangée à jamais, façonnée par le sentiment d'injustice, l'assombrissement des perspectives et la certitude de devoir redoubler d'efforts pour les mêmes résultats. Mais la jeunesse ne s'y résout pas et elle ne s'y résoudra jamais aux grandes dames des tenants de l'ordre social inique. Parce que c'est la jeunesse qui dit non à l'extrême droite dans la rue, dans les urnes et dans les facs. C'est encore la jeunesse qui s'est mobilisée il y a 20 ans après la mort de Zied Ebouna et qui s'est mobilisée il y a 3 ans après la mort de Naël. C'est toujours la jeunesse qui réinvente les stratégies de lutte contre la domination capitaliste et raciste. Et c'est enfin la jeunesse qui s'inscrit dans l'héritage internationaliste et se tient aux côtés des peuples opprimés du monde entier, que ce soit les Palestiniens, les Libanais ou encore les Congolais. Alors, il nous faut parler de cette jeunesse antiraciste à l'heure où on l'a déjà acquise à l'extrême droite et résolue à l'ordre néolibéral. Et je suis ravie de le faire en compagnie de brillants intervenants et intervenantes. J'ai à ma gauche Jonathan Rufzan, cofondateur de Tzedek. À côté de lui, Michael Chelal, sociologue, auteur de Grandir en cité, la socialisation résidentielle des jeunes de cité, paru en 2025. Et qu'on vous recommande de lire. Il est dans le Salon du Livre. Allez le trouver dans le Salon du Livre. Et Sabrine Kharbash, membre du Bureau national de l'Union étudiante. Alors, on va commencer avec une question très très simple, mais comment la jeunesse vit la domination raciste, que ce soit à l'école, dans les universités, avec la multiplication des syndicats d'extrême droite, ou encore dans les quartiers populaires, particulièrement sujets aux violences policières et aux discriminations ethnospatiales. Je passe tout de suite la parole à Jonathan. Vas-y. Ouais. Merci. Merci Iman pour cette introduction. Bon, comme tu l'as énoncé, je pense qu'il faut quand même déjà resituer le contexte de ce que c'est que la jeunesse et de se dire qu'en fait, il y a une conscientisation progressive qui va vous accompagner lorsque vous êtes issu d'une minorité, dès l'école jusqu'à l'université. Enfin, l'université pour celles et ceux qui y accèdent, parce qu'on sait qu'il y a des discriminations qui commencent très tôt, dès la troisième avec le choix de l'orientation. Et moi, je ne vais pas énumérer ce que ça peut être, mais évidemment, ça peut être des petites réflexions que vous recevez quotidiennement, ça peut être des agressions même physiques ou verbales. Et c'est plus ou moins pire suivant les contextes. C'est sûr que si, par exemple, vous êtes la seule personne non blanche dans une classe où la moitié des enfants ont des parents qui votent RN, votre épanouissement risque d'être quelque peu laborieux. Et puis plus tard vont venir du coup les discriminations avec l'orientation. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aussi très souvent une passivité et une complicité des établissements scolaires. Et quand on parle de racisme d'État, je pense qu'il est important de le matérialiser en se disant que ça commence dès l'enfance, dès le moment où il peut y avoir des propos ou des actes racistes que des enfants subissent. Ça peut être le cas d'élèves qui reproduisent finalement ce que la société produit, mais plus grave, ça peut être le cas de profs, ça peut être le cas de parents, et ça peut être le cas de chefs d'établissement qui décident d'appliquer des politiques racistes, voire même d'en insuffler certaines. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Moi, je vais pas mâcher ton travail, mais il y a évidemment la question des violences policières. Lorsqu'on commence à vous palper en insistant sur vos parties intimes dès la 4e, parce que vous êtes noir ou arabe, ou dans des cas plus exceptionnels, sous fond de classisme aussi, parce que vous êtes une personne non racisée mais qui fréquente majoritairement des personnes racisées, que vous vous faites insulter de racaille toute la journée, que des policiers insultent votre propre famille pour le simple fait d'avoir joué au foot ou d'être assis sur un banc, et que vous avez eu des témoignages de tabassage, voire pire,
de gens qui se sont fait tuer ou exécutés pendant un contrôle de police ou une intervention policière. Moi, par exemple, j'ai fait partie du collectif Justice pour Angelo. Le fait d'envoyer le GIGN systématiquement, presque systématiquement, quand il y a des interventions policières sur des camps d'arrêt du voyage, c'est une forme de racisme d'État. Et d'autres cas très concret, toujours concernant l'enfance. Moi, je pense par exemple au lendemain des attentats où d'un côté, des gamins ont grandi avec un climat de suspicion qui a été encouragé par les institutions publiques à travers notamment des centaines de perquisitions complètement délirantes, en fait, sur la base de suspicion, donc sur la base d'absolument rien, où vous avez des gamins qui ont vu des flics rentrer avec des FAMAS et leurs parents se faire braquer, même des cas délirants d'interrogation d'enfants de 8 ans au lendemain des attentats. Pour parler aussi très franchement, c'est la question des mineurs isolés qu'on appelle des migrants, en tout cas des populations exilées, dont la perspective parfois c'est juste d'être enfermés dans des centres de rétention qui sont clairement des camps d'internement racistes où on parque des individus pour leurs origines. Et du coup, une fois qu'on a énuméré tout ça, moi ce que je me demande c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion et surtout qu'est-ce qu'on peut proposer. Comme pas mal d'entre vous, j'imagine que vous avez toutes et tous été témoins de cas de discrimination. Après tout, encore une fois, c'est le reflet de la société dans laquelle on vit. On a tous des biais, on en est tous imbibés. La société est patriarcale, raciste, sexiste, homophobe, LGBTophobe et tout ce que vous voulez. Bon, du coup, ça va être très difficile d'énumérer tous les cas et de répondre à tous. Et malheureusement, il y a une forme de résignation face à ça. Et malheureusement, on ne peut pas attendre que tout le monde fasse sa déconstruction puisque c'est une démarche individuelle, mais certes, c'est nécessaire. On doit continuer à faire du travail là-dessus. Et donc, du coup, il faut proposer des choses. Et moi, la première chose concernant le racisme, c'est que je pense que c'est très très mal enseigné. Les gens ne savent pas réellement de quoi on parle quand on parle de discrimination raciale. On se contente de présenter les discriminations en règle générale sous un prisme moral en disant c'est pas bien, on grandit avec une notion qui est finalement assez vague, qu'on va illustrer par des exemples pour le coup très concrets comme l'extermination des juifs ou des juifs, éventuellement un mot ou deux sur la traite et sur la colonisation, quasiment rien sur la guerre d'Algérie. C'est important, il faut le faire, mais il faut le faire plus, il faut le faire mieux, il faut le faire dès l'enfance et surtout en fait, il faut le mettre en corrélation avec les événements historiques et avec des événements historiques comme l'Inquisition et le début de la colonisation qu'on nous présente comme la découverte de l'Amérique, jusque la racialisation sur des faits pseudo-scientifiques à la fin du 19e siècle, dont on ne parle jamais, qui ont quand même eu des influences comme influence des cas très concrets, justement comme la traite ou comme l'extermination des juifs ou des juifs ou des tziganes. Et en fait, surtout voir quelle influence ça a sur la société dans laquelle on évolue, Et si on ne parle pas de tout ça, je pense qu'on passe littéralement à côté. Preuve en est, on essaie d'avoir une politique un peu mémoriale nous concernant les juifs et les juifs. Ça n'empêche pas l'extrême droite d'être au port du pouvoir. Ça n'empêche pas certaines personnes juives et juifs d'avoir des discours fascistes et d'extrême droite. Et donc, je pense qu'il y a évidemment une refonte des programmes scolaires à faire et une petite idée de perspective à la veille des élections municipales. Je pense que c'est d'ailleurs dans le programme. Ce serait du coup de mettre en place déjà des ateliers dès l'école primaire, mais aussi au sein du corps associatif, puisque les communes et les municipalités disposent de lieux associatifs, ont une influence dans ce milieu-là, avec des personnalités qui travaillent sérieusement sur cette question-là. Et peut-être aussi, encore une fois, concernant l'école, peut-être faire un grand ménage du rectorat, voir un petit peu quels sont les chefs d'établissement qui ont accepté, par exemple, de ficher des élèves qui ont fêté l'Aïd, ça c'était en 2023 dans l'académie de Toulouse, ou des personnes qui acceptent de spéculer sur la longueur de la barbe ou d'une robe à vue d'œil pour savoir s'il s'agit, oui ou non, d'une abaya, puisque clairement, ça va traumatiser des générations et des générations. Là, je parle de l'école et je vais m'arrêter là, mais ces choses-là, c'est dans tous les espaces de sociabilisation que vous pouvez les retrouver. Typiquement, le sport. Vous êtes une femme qui porte le hijab aujourd'hui, vous voulez faire une compétition sportive de haut niveau, ce n'est pas possible. C'est valable aussi pour les juifs et les juifs, mais on sait que c'est pas nous qui sommes les premières ciblées. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a un travail d'éducation dans un premier temps à faire et un travail de lutte à investir. Et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes camarades. Merci Nathan, du coup, à toi la parole, Mickaël.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour votre présence. Alors, je vais aussi commencer par des petites précisions et peut-être commencer par dire que je vais parler des cités, donc une forme particulière de quartier populaire, même si ce que je vais dire, c'est généralisable aux autres formes de quartier populaire en ce qu'ils souffrent du même stigmate spatial. Et préciser également que je vais parler des jeunes des cités avec des grosses guillemets, parce qu'on sait qu'un des résultats de la sociologie sur cette jeunesse, c'est de montrer que c'est une jeunesse qui est très hétérogène, avec des trajectoires sociales très différentes, avec des intensités d'occupation de l'espace du quartier très différentes. Mais je vais peut-être parler de cette fraction de la jeunesse qui mobilise la cité comme espace de sociabilité, comme espace auquel il et elle s'identifient. Et même si les questions du racisme, bien évidemment, ça traverse l'ensemble des jeunesses racisées. Et peut-être aussi ajouter que si je concentre aussi sur cette jeunesse, celle qu'on peut dire qui est la plus visible, même si pendant très longtemps sur cette jeunesse on s'est focalisé que sur la fraction délinquants, déscolarisés, etc. Alors que le quartier occupe une place de plus en plus importante dans la socialisation des jeunes de cité. La place du stigmate territorial et spatial que j'évoquais, il se manifeste souvent avec la police. C'est pour ça que je vais un peu insister sur ça. Mais je voulais aussi commencer par dire que le racisme, il est lié à l'histoire des quartiers populaires et aux jeunesses qu'elle voit dans ces quartiers, au point où ces quartiers voient des générations de familles d'immigrés ou descendants d'immigrés qui peuvent être regroupées dans différentes générations sociales parce qu'elles ont vécu des histoires liées au racisme. Il y a deux grandes générations qui ont été repérées par les sociologues. La génération, pour reprendre leur thème, de la marche des beurs, donc la marche pour l'égalité contre le racisme. Et donc là, ce sont les jeunes qui ont grandi dans les quartiers populaires dans les années 70-80. Et la génération qui a été nommée par ces sociologues, Stéphane Beau, Olivier Masselet par exemple, qui est la génération des cités. Et donc là, ce sont les jeunes qui ont grandi généralement dans les années 90, mais à un moment où la situation des quartiers populaires s'est nettement dégradée, avec une population de plus en plus pauvre, de plus en plus issue des minorités ethniques et de plus en plus souvent victimes de discrimination, notamment raciale. Et donc ça, c'est une tendance qui ressort de tous les travaux de sociologie sur la jeunesse des quartiers populaires, des plus anciens dès la fin des années 80, en citant la galère de François Dubé, par exemple, où il montrait déjà à travers une enquête collective dans plusieurs cités de France et même une en Belgique, que ce qui caractérisait l'expérience sociale de la jeunesse des cités, c'était une expérience de la galère, de la marginalisation, marquée par des expériences de discrimination. Jusqu'aux travaux des années 2000, comme ceux d'Éric Marlière, où il souligne le sentiment d'injustice que ressente la jeunesse des cités du fait de ce vécu de discrimination qui persiste, jusqu'aux travaux les plus récents de Julien Talpin, par exemple, et son équipe, qui parle d'épreuves de la discrimination, où les jeunes des quartiers populaires font l'épreuve continuellement de discrimination dans notre société. Tout ça fait ressortir le fait que les discriminations, et notamment les discriminations raciales, sont une des caractéristiques centrales concernant la vie des jeunes habitants et habitantes des quartiers populaires. Mais en plus de ces deux générations qui ont été repérées au début des années 2000, entre-temps, comme tu l'as dit, on a vu passer des révoltes urbaines, et des révoltes urbaines à échelle nationale. Et donc celle de 2005, suite à la mort de Bouna Ezied et aux blessures de Muhitine, puis celles qui ont suivi en 2023 la mort de Naël. Et on a, il semble, là, un autre marqueur générationnel, donc pour une jeunesse qui a grandi plutôt du coup dans les années 2000-2010, même si je reviendrai peut-être tout à l'heure, il faut savoir que ces phénomènes de révolte, de violence urbaine, c'est quelque chose qui est archi récurrent dans les quartiers populaires depuis les années 80. Et du coup, ce marqueur générationnel, il est toujours lié à cette question de la discrimination et du racisme, et notamment à travers le rapport à la police et aux violences policières. Donc, une des choses qui est aussi importante à retenir et qui est
qui se traduit, ouais, de ces révoltes urbaines, c'est que, ces révoltes urbaines, pardon, je vais parler français, elles traduisent un renforcement de la ségrégation sociale. Donc la ségrégation, c'est l'inégale répartition des groupes sociaux dans la ville, hein, mais une inégale répartition des groupes selon leur classe sociale, mais aussi selon leur appartenance raciale. Et donc depuis les années 2000, il y a un renforcement de la ségrégation raciale dans notre pays, qui a tendance à renforcer la dimension de protection du quartier et à renforcer la place du quartier dans la socialisation des jeunes, hein, et qui montre également que le quartier, pour la jeunesse des cités, elle fonctionne à la fois comme un cocon et comme une prison, hein, c'est-à-dire qu'en réponse aux discriminations, on aura tendance à se replier sur le quartier et à renforcer sa dimension socialisatrice. Un deuxième élément qui est corollaire de ce renforcement de la ségrégation socio-spatiale ethno-raciale, c'est que pour la jeunesse des quartiers populaires, le cosmopolitisme, c'est la norme. La mixité sociale, c'est leur norme. Et donc, dès qu'ils sortent de ces espaces-là, ils sont très attentifs et attentives aux questions raciales, dès qu'ils sont en situation de confrontation avec d'autres groupes sociaux, et notamment la population majoritaire blanche. Donc si l'expérience du racisme traverse l'histoire de ces différentes générations de jeunes, et que se retrouve même si elle se retrouve, comme tu l'as dit, dans toutes les sphères de la vie sociale, travail, école, etc., dans l'espace du quartier, elle se matérialise souvent par les interactions policières. Et donc j'insiste sur ça parce que la police, l'institution policière, elle est tellement importante dans le vécu de la jeunesse des quartiers, puisque c'est une des premières rencontres avec l'État, en plus de l'école et du centre social quand c'est financé par la CAF. Et en fait, la police, elle est tellement présente dans les quartiers populaires qu'on parle parfois de quadrillage sécuritaire des quartiers avec un sentiment de surveillance. Tu as parlé effectivement des contrôles policiers. Il y a ce qui ressort également, par exemple, en plus des contrôles, c'est les patrouilles qui sont totalement omniprésentes, et ce qui ressort dans les enquêtes ou dans les observations, c'est le simple fait que la police passe, s'arrête, vous regarde, et ça plusieurs fois par jour, même s'ils ne vous contrôlent pas, ils sont omniprésents, ils sont toujours là. Et donc, y a cette omniprésence policière, elle peut aller jusqu'au point qu'on puisse parler de harcèlement policier. Là, je vais citer, pour exemple, le nombre d'unités qu'on peut trouver dans le 93. Bon, désolé, on cite toujours des exemples parisiens, etc. Mais bon, comme c'est là où j'habite, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait ma thèse, je cite cet exemple-là. Mais dans le 93, bon, vous trouvez bien évidemment la municipale, hein, qui est de plus en plus armée, au passage, de plus en plus équipée, la nationale, mais vous avez aussi la BAC, connue, mais aussi la BAC départementale, mais aussi la BAC N, vous avez la BST, vous avez la CSI, créée par Sarkozy, et parfois même dernièrement, vous avez en soutien la Bravem. Donc il y a 6 ou 7 unités policières. Comment ? 8, merci. 8 unités policières qui traversent ce département populaire et qui se retrouvent dans les quartiers populaires. Et donc il y a un contrôle de ces quartiers populaires avec une police qui est de plus en plus souvent en roue libre, avec des comportements discriminatoires associés au racisme, donc à la fois par ces contrôles aux faciès, par ce quadrillage des quartiers populaires qui abritent les minorités raciales. D'autant plus qu'il y a une continuité coloniale avec ce comportement policier. Quand on sait que l'ancêtre de la BAC, c'est la brigade nord-africaine qui surveillait les immigrés algériens, et que la première BAC a été créée pour le 93. Et donc en plus du racisme inhérent à l'institution policière, hein, ce qu'on entend tout le temps avec l'expression racisme systémique, hein, et qui maintenant n'est plus forcément approuvée, la violence de la police, elle perdure pour les plus jeunes générations de jeunes, au point où elle représente parfois l'unique expérience qu'ont ces jeunes avec la police, c'est-à-dire un rapport violent avec l'institution, qui instaure un rapport de confrontation et d'évitement. Donc là, je fais référence à la fameuse banderole Théo et Adama nous rappellent pourquoi Zied et Bouna couraient. On l'a vu encore récemment avec un cas dans le 95 avec un jeune qui a fui la police et ensuite s'est fait arrêter, puis tabasser, puis l'ont déposé dans une forêt très très loin de chez lui. D'autant plus que ce comportement policier, il se produit également en dehors du quartier. Ce qui intervient également dans le repli sur le quartier que j'évoquais tout à l'heure. Et donc c'est pour ça aussi que j'insiste sur cette institution
qui d'ailleurs a pris un poids considérable, même s'il y a une continuité avec les autres mandats politiques, mais qui a pris un poids considérable sous Macron et sa dérive autoritaire, puisqu'il tient que par sa police. Et donc, il lui accorde une forte impunité. Donc là, cette dérive, par exemple, autoritaire, j'en veux pour preuve la mobilisation du RAID ou du GIGN pour réprimer les révoltes de 2023, sachant que ce sont des unités qui ne sont pas du tout formées au maintien de l'ordre. Et on a vu les conséquences. Ils ont été à la source de 3 morts, je crois, enfin de plusieurs décès lors de ces événements. Tout ça, ça enjoint une approche sécuritaire des quartiers populaires qui masque un racisme de longue date, qui est lié à une stigmatisation de ces quartiers qui sont uniquement perçus comme des espaces de danger, des territoires perdus, hein, on entend souvent, vous avez peut-être souvent entendu cette expression-là, qui produit un contrôle de ces jeunes habitants et où la moindre de leurs pratiques, comme s'installer dehors dans l'espace public pour discuter avec ses amis, est criminalisée. Et tout cela, du coup, érige le racisme comme expérience centrale de leur vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mickaël. Sabrine, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai la voix cassée, désolée. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler d'un lieu qui devrait être un espace d'émancipation, qui devrait être un espace de construction d'esprit critique, à savoir l'université. Sauf que l'université, elle est aujourd'hui en danger parce qu'elle est prise en étau. Elle est prise en étau d'un côté par l'extrême droite avec ses variantes fascistes qu'on peut retrouver dans les facs, notamment l'Uni, la Cocarde, etc. selon les villes. Et de l'autre par la logique libérale, le projet de Macron qui est de transformer l'université en une entreprise soumise aux règles du marché et financée par des partenariats privés et qui est surtout traversée par une sélection brutale. Le résultat, il est que l'université qu'on nous promet n'a plus rien à voir avec un service public ouvert à toutes et à tous. Au contraire, ça devient un lieu réservé, un lieu excluant, un lieu marchandisé qui s'achète et qui se vend. C'est un produit en fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des propos de Macron quand il dit que l'université ne peut plus être gratuite. Ça, ce n'est pas un constat qu'il fait, c'est un projet politique qu'il est en train de dérouler. Ça veut dire concrètement que les jeunes issus des quartiers populaires doivent se contenter de formations courtes, expédiées, pour alimenter rapidement le marché du travail. Ça veut dire aussi que les étudiants, et surtout les étudiants étrangers, devront payer 2, 3, 4 fois plus cher pour espérer rentrer à l'université. Ça veut dire qu'au nom du profit, on met en place une sélection sociale et raciste qui exclut, qui trie, qui rejette, pour ranger d'un côté les désirables et de l'autre les indésirables. Mais je vais en profiter aussi pour vous parler rapidement du projet cyniquement appelé « Bienvenue en France ». Bienvenue en France, c'est quoi ? C'est un projet qui a pour but d'augmenter drastiquement les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-européens, là où avant c'était les mêmes frais qui s'appliquaient. Ça a lieu parce qu'on a coupé les aides, on a coupé le budget aux universités, du coup elles doivent s'autofinancer, et donc pour faire des économies, elles vont en faire sur le dos des étudiants étrangers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une université de plus en plus bourgeoise et de plus en plus réservée. C'est exactement ce que Bourdieu, pour citer un sociologue, nous enseigne quand il parle de violence symbolique. En fait, on est dans un système qui prétend donner la même chance à toutes et à tous, alors qu'en fait, il est en train de renforcer des inégalités déjà existantes. Et pendant que nos droits reculent, pendant que nos luttes sont réprimées, surtout lorsqu'il s'agit de mobilisation pour la Palestine, l'extrême droite sur nos facs se développe. Et avec elle se libère la violence de ces groupes. Et ces organisations, les camarades, ce n'est pas une simple droite conservatrice comme ils se présentent. Ce sont des mouvements violents qui banalisent le racisme, qui banalisent l'antisémitisme, qui banalisent le sexisme. En bref, ils banalisent la haine. On parle de salut nazi, on parle d'agression sur des profs,
on parle d'agression sur des étudiants, on parle de jeux de cartes antisémites, on parle de ratonnades, on parle de tracts qui sont diffusés, qui sont avec des propos racistes. Voilà la réalité de ces groupuscules d'extrême droite. Mais alors, on peut se demander pourquoi l'extrême droite, elle choisit l'université comme terrain de jeu. Premièrement, bon, on le sait, l'université, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Mais c'est aussi le vivier de leurs futurs cadres. Parce que l'université, c'est là où se forment les futurs enseignants, c'est là où se forment les journalistes et les futurs responsables politiques. Retailleau, notamment, est passé par l'Uni. Et en fait, pour eux, contrôler l'université, c'est pouvoir imposer leur vision du monde. Et dans les faits, l'Uni et la cocarde, ce n'est pas des marginaux. Ils se présentent systématiquement aux élections étudiantes pour pouvoir avoir des subventions, des locaux, des moyens d'implanter leurs idées nauséabondes. Ils avancent avec un projet qui est très clair, construire une université à leur image, réactionnaire, nationaliste et réduite au silence. Ils se disent contre la politisation des étudiants pour, en réalité, pouvoir maintenir l'université comme un lieu qui favorise leurs intérêts de classe, de race et de genre. Mais comment on en est arrivé là? J'en ai sorti 3 moteurs principaux. Et premièrement, je dirais qu'il y a la sélection. Derrière le vernis méritocratique qu'on nous vend, l'université, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle trie de plus en plus selon l'origine sociale, selon l'origine géographique et maintenant selon l'origine ethnique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Andes, qui est l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur, qui nous sort que les candidats aux noms et prénoms identifiés comme d'origine française ont 8,5% de chances en plus d'être acceptés sur les plateformes Mon Master et Parcoursup que les candidats aux noms et prénoms identifiés comme d'origine nord-africaine ou ouest-africaine. Et ces chiffres, ils sont alarmants. Ils sont alarmants parce qu'en fait, ils nous permettent d'affirmer que c'est un lieu qui est de plus en plus réservé à une classe dominante. Et en fait, quand un étudiant racisé ou un étudiant des classes populaires arrive à franchir cette barrière de la sélection, il doit faire face à un deuxième obstacle qui est la précarité. Et la précarité, c'est un des plus gros freins à la mobilisation. Et c'est complètement normal. Quand un étudiant il peine à payer son loyer ou à remplir son frigo, en fait, il doit penser à comment survivre. Dans ce parcours de combattant, il n'y a plus de place pour la lutte. Ce qui nous mène au 3e point, qui est l'impunité. Trop souvent, les agressions islamophobes, les agressions racistes, sexistes, homophobes, elles passent sous le silence. Et ce silence, ce n'est pas que le résultat de l'incompétence, c'est aussi le résultat de la complicité avec ce système. Et c'est ça qui donne le sentiment d'impuissance aux jeunes et qui peut faire perdre la force de lutter. En définitive, voilà pourquoi les camarades, au sein de l'Union étudiante, on est convaincus que pour combattre l'extrême droite, ce n'est pas seulement le fait de combattre une idéologie. Il faut lutter contre toutes les conditions sociales et politiques qui la nourrissent. Alors, soyons lucides. Si la précarité étudiante continue de s'aggraver, si la sélection et le racisme institutionnel s'imposent, si l'impunité continue de régner, alors l'extrême droite aura un boulevard devant elle. Mais soyons aussi optimistes, parce qu'on n'est pas condamnés. Parce qu'ensemble, on peut organiser la riposte. Et il y a urgence. Il y a urgence à nous organiser, il y a urgence à nous mobiliser pour une université publique, gratuite, ouverte, pour une université qui émancipe et non pas qui opprime, pour une université qui résiste face à la marchandisation et face à l'extrême droite. Car l'université, elle doit redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un lieu d'émancipation. Merci à tous les trois. Merci. Et je vais suivre ton exemple, Sabrine,
Et je vais reprendre Bourdieu qui disait que la jeunesse n'était qu'un mot. Et je pense qu'à travers vos différentes interventions, on a bien vu le caractère hétérogène de la jeunesse. Mais ce que vous avez montré, ce qu'elles ont en commun, c'est la répression et la domination raciste et classiste orchestrée par l'État et plus particulièrement par les gouvernements Macron. Alors, je vais reposer une question très simple, mais aux réponses très difficiles, j'imagine. Quelle perspective de lutte imaginer? Quelle stratégie de lutte? Quelle solidarité entre différents pans de la société et peut-être entre différents pays? Ok. T'as pas menti, c'est une question délicate. Bon, d'abord, on fait un constat, après on essaie d'y répondre. La première, que tu l'as dit, la jeunesse, attention, et attention à ce terme-là, c'est pas un bloc monolithique. On pourrait évoquer le phénomène Bardella sans forcément en faire une vérité politique spatio-temporelle, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut pas négliger ni amoindrir, ni non plus, il faut pas non plus s'en effrayer. Moi, je vais pas m'avancer à dire que le racisme il diminue ou il augmente. Bon, déjà parce que je suis pas sociologue, mais aussi parce que je pense qu'on manque de données sérieuses et surtout de données passées pour avoir un élément comparatif. Et pour être un petit peu plus perspicace, je pense qu'en termes de pertinence, même en admettant que les nouvelles générations seraient moins racistes, ce qui reste à démontrer, on ne peut pas s'en satisfaire, déjà pour toutes les raisons que vous avez, qui ont été énumérées auparavant, là, dans ce qu'on vous a décrit, et encore moins parce que, évidemment, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et qu'on a quand même perdu grandement la bataille idéologique et hégémonique, étant donné que l'agenda politico-médiatique dominant et le narratif qu'on nous impose, c'est grosso modo celui dont Le Pen, même Le Pen père, rêvait, et c'est celui avec lequel on nous matraque aujourd'hui à longueur de journée, y compris le service public. C'est pas une défaite définitive, preuve en est, on est là, et en France, moi, je pense qu'on peut quand même souligner quelques progrès. Et là, du coup, je vais insister un peu sur la dimension mouvementiste, c'est-à-dire ce qui nous concerne, nous, là où les gauches. Certaines et certains d'entre vous vont continuer à être confrontés à des discriminations dans vos orgas. C'est normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, on y est tous confrontés. Mais quand je vais quand même parler de quelques progrès notables, à mon avis, qu'il faut souligner. J'ai l'impression d'être un peu un vieux con avant l'âge. Ou pas, en vrai, je suis déjà un peu vieux. Mais il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a eu une marge de progression assez spectaculaire au sein de la gauche, qu'on qualifie maintenant de gauche de rupture, et que c'est notamment sur ce sujet-là, et précisément d'ailleurs sur le sujet du racisme, au-delà de la question du libéralisme et de la lutte contre le capitalisme, qu'une partie de la gauche a décidé de rompre sur l'islamophobie, sur le mouvement de solidarité envers la Palestine, de manière un petit peu moins spectaculaire. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur la question des exilés et de l'outre-mer. Là, je parle plus à nos camarades de la France insoumise. Mais le fait est qu'en fait, ça a été une question qui a été fondamentale, qui a fait une ligne de rupture et qui a même permis d'évacuer certains éléments néfastes qui ne voulaient pas se positionner sur ces questions-là. Et l'idée aussi, c'est de se dire qu'un terme comme islamophobie, certaines et certains d'entre vous le savent peut-être, c'est un mot qu'on a mis 10, voire 15, voire 20 ans à faire en sorte d'être légitimé et surtout d'être employé. C'était pas acté. Et quand je dis ça, l'idée, c'est pas d'accorder les bons et les mauvais points, de ressasser le passé en désignant tout ce qu'on peut appeler la gauche radicale et même l'extrême gauche ou la gauche de rupture de manière un petit peu rabougrie, mais plutôt de se dire qu'en fait, il y a un certain chemin qui a été parcouru depuis. Et pour reprendre l'intitulé qui nous rassemble, il y a une certaine vigilance, et je dirais peut-être aussi des gens qui se laissent un peu moins faire au sein de leurs propres orgas, et donc je peux vous inciter qu'à faire bouger les lignes en interne, puisque c'est ici en fait qu'on va proposer des lignes de démarcation et éventuellement des perspectives. L'antiracisme aussi, j'ai l'impression que c'est devenu quand même, c'est pas qu'une impression, c'est devenu quand même un facteur de mobilisation majeur qui est capable de rassembler spontanément des centaines de milliers de personnes. Ça, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ça a été le cas à l'époque de Malik Oussekine. Mais les mots d'ordre sont quand même autrement moins creux que les touche pas à mon pote de l'époque des SOS Racisme. Et parfois, en premier lieu, en fait, ce qui revient, c'est quand même de cibler la police pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le bras armé de l'État et celle qui va finalement exprimer la manifestation la plus violente de ces discriminations systémiques. Et parfois, c'est même de manière inconsciente, sans forcément l'avoir conceptualisé intellectuellement. Dans le cas français, depuis les émeutes de 2005, on a quand même eu une affirmation des lignes en crescendo
il y a eu l'affaire Adama, le viol de Théo, le mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd, et en fait des manifestations extrêmement massives contre la négrophobie, contre le racisme d'État et contre les violences policières, le tabassage de Michel Zecler avec la loi sécurité globale, puis la mort de Naël. Et c'est aussi impossible de ne pas mentionner le renouveau générationnel qu'on observe au sein du mouvement de solidarité envers la Palestine, qui rappelle d'une certaine manière, je pense, à nos anciens, ce qui a pu être vécu pendant la guerre du Vietnam, toute proportion gardée, puisque les contextes géopolitiques internationaux ne sont pas les mêmes, mais voir des populations très souvent racisées dans des universités les plus prestigieuses se faire réprimer par la police à Harvard, à Sciences Po, de Berlin à Londres, c'est un signe d'effritement de l'impérialisme dans son propre cœur, dans ce qu'il est censé de produire de plus élitiste. Et avec la montée de l'autoritarisme sous fond de crise du capitalisme et l'idée aussi de faire de nous de la chair à canon pour des États-nations racistes et de demander en gros plus de flics pour l'armée et les flics, parce que bon, l'Ukraine, ça reste quand même aussi un prétexte pour pouvoir avoir une société de plus en plus militarisée à défaut d'un service public conséquent. Je pense qu'il faut anticiper la question de la guerre et en fait la mettre en corrélation avec la lutte antiraciste. Cependant, un petit bémol que j'aimerais émettre, c'est qu'il y a malheureusement moins d'organisations antiracistes au sens autonome du terme qui sont structurées pour répondre à ces besoins. Alors c'est peut-être parce que la gauche fait un peu plus le taf et répond finalement de manière parfois imparfaite, de toute façon la perfection n'existe pas, et partiellement à ces questions-là, mais moi j'aimerais rappeler quand même que faire des vidéos sur Insta pour dénoncer des cas de racisme, c'est bien, ça peut avoir un effet dissuasif pour éviter des passages à l'acte, dire de quoi c'est le nom, comment est-ce que ça se manifeste, c'est mieux, mais ce ne sera pas suffisant. Donc je vous encourage soit à créer vos propres cadres, soit dans vos cadres à en faire des enjeux politiques. Et pour finir, une des plus grandes nécessités à mes yeux, bon là tout à l'heure j'ai énuméré des mouvements qui pourraient être des mouvements mondiaux, c'est de se réapproprier quand même un peu la culture populaire. Et là je pense qu'on est face à un mur. Disons-le clairement, la culture, dire qu'elle est de gauche ou de droite, ça veut absolument rien dire. Mais au fil des périodes, on a connu quand même des mouvements contre-culturels hyper forts qui peuvent être par exemple liés à la musique ou à différents types d'art comme le hip-hop dont je suis issu, comme le punk, la techno, les rêves, le mouvement ultra dans le foot, le graffiti qui s'est imposé en termes de street art, des mouvements littéraires. Mais aujourd'hui, on s'appuie malheureusement beaucoup plus sur des figures, mais c'est peut-être aussi parce qu'on s'en empare pas. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a peu d'initiatives en fait pour essayer de toucher cette culture populaire. Alors moi, je dis c'est trop bien d'inviter Medine, on l'a fait nous-mêmes pour nos 2 ans avec Cedec, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, quand on a organisé des événements culturels en invitant d'autres rappeurs connus qui sont pas forcément estampillés des milieux militants, ça nous a ramené un autre public qu'on a pu sensibiliser. Et clairement, pour ça, il faudrait des espaces et des lieux de sociabilisation. On aurait tout à gagner à ce que ça existe, un peu à l'image des centres sociaux italiens, mais peut-être en faisant un truc un peu moins gauchiste et un petit peu plus centré vers l'extérieur, à l'image de ce qu'ont pu être les bourses du travail. Il fut un temps maintenant très 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 lointain, et que peut-être qu'un mouvement de masse qui ne se définit pas vraiment comme un parti, mais demeure quand même avec la CGT la force la plus massive à gauche, pourrait investir dans l'acquisition de ces locaux, en faire des lieux de vie où pourrait se mêler à la fois des permanences d'aide administrative, de formation politique, évidemment sur la question de l'antiracisme, simplement des activités culturelles et ludiques et sportives, par exemple des sports de combat, parce qu'avec la fascisation, les agressions racistes et les agressions fascistes et même politiques de la part de l'extrême droite, elles vont augmenter. Et on va aussi avoir besoin de gens qui se défendent, qui se protègent. Et c'est autant valable sur le plan intellectuel que physique. Donc je pense qu'il y a encore une fois un enjeu à se déplacer dans les urnes et à se déplacer dans les urnes et faire en sorte que si des mairies basculent à la France insoumise, on les investisse massivement pour qu'elles deviennent des laboratoires alternatifs aux politiques sécuritaires qu'on connaît. Tu parlais de la Seine-Saint-Denis, je pense qu'on peut quand même proposer autre chose que ce que Hanotin propose comme modèle de société, et donc même affirmer que des villes deviennent d'un coup des villes antiracistes. C'est une hypothèse comme une autre et une utopie. Je m'en excuse, mais j'ai pas 10 000 autres perspectives là dans l'immédiat qui me viennent en tête. Merci, c'était très très intéressant. Et tu as parlé de la répression dans les universités. J'aimerais juste dire qu'on a avec nous Alice Cohen-Morzadek, qui s'est fait exclure de Sciences Po pour avoir dit non au génocide, et j'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort. Merci. De l'Union étudiante, membre du Bureau national de l'Union étudiante. Et merci, je te laisse la parole, Michael. Ça marche, merci beaucoup.
Alors pour faire un peu le lien avec ce que je disais précédemment, la jeunesse des quartiers populaires, elle est en état de vigilance antiraciste de manière permanente, parce que c'est pour cette jeunesse un des premiers leviers d'engagement du fait du poids des expériences de racisme et de discrimination, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont vécues à la fois de manière directe et indirecte, par capillarité, c'est-à-dire par observation, par ce que les proches peuvent subir auprès de nous, et qui touchent donc filles comme garçons, même si les garçons sont ceux qui sont le plus en contact avec la police, pour conserver l'exemple que j'ai pris précédemment. Mais donc ces expériences, elles sont intériorisées donc individuellement, mais elles le sont aussi collectivement, parce qu'il y a un mode de vie collectif intergénérationnel au sein de la jeunesse, dans les quartiers populaires, dans l'espace public des cités, où les jeunes sont confrontés aux générations de jeunes plus âgés, qui ont expérimenté ces expériences de discrimination et de racisme dans l'espace public des cités. Grosso modo, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais deux grosses catégories. Peut-être que vous avez déjà entendu, le groupe des les grands et les petits. Bon, le groupe des grands, c'est pas la même chose que la catégorie des grands frères qu'on a déjà pu entendre par le passé. C'est plus large que ça. Et ces grands, donc les plus âgés des jeunes, ils ont un rôle social très important dans la socialisation de la jeunesse et dans la vie sociale des quartiers populaires. C'est qu'en plus d'avoir un petit rôle de contrôle social, ils racontent, ils transmettent dans les interactions ordinaires, et par exemple ils font aussi la morale aux plus jeunes, ce qui parfois se manifeste comme étant des formes de socialisation politique. Et en fait ça contredit une idée qui était ou qui est fortement ancrée concernant les quartiers populaires à cause des forts taux d'abstention. L'idée selon laquelle les quartiers seraient des déserts politiques, et bon, ça fait un petit moment que ça a été contredit. Là, on peut citer les travaux de Lys Rabaté, Julien Talpin aussi, ce que fait également l'association Get Up. Il y a des formes de politisation qui s'inscrivent dans la vie sociale des quartiers populaires, mais qui ne sont pas liées aux formes traditionnelles du politique, comme on a l'habitude, syndicats, assemblées, manifestations encadrées, mais qui sont tout de même politiques. Je vais vous raconter par exemple une note de terrain, une observation qui date de 2015. Donc dans une cité de Seine-Saint-Denis. À cette époque-là, vous aviez beaucoup de population rome, plein de bidons. Il y avait 3 ou 4 bidonvilles de Rome dans cette ville. Et il y en avait un qui était installé juste à côté du grand ensemble. Et ils avaient pris l'habitude de faire le tour du quartier, faire les encombrants, le tour des poubelles, etc. Ce qui a entraîné pas mal de conflits. À une période, il y a une poussette qui disparaît. Et les jeunes, notamment, ont remis la faute sur les populations en disant que ce sont eux les responsables, même s'ils n'en savaient rien. Et donc il y a un jour, on est installé à l'entrée d'un square avec deux petits, du coup, qui avaient environ 18 ans. Et il y a un grand d'une trentaine d'années qui arrive et qui s'installe avec nous pour discuter. Au même moment, vous avez 3 personnes roms qui passent à côté de nous. Et les 2 plus jeunes les invectivent en leur disant dégagez, c'est vous qui avez volé la poussette, vous voulez voler encore, qu'est-ce que vous faites ici, dégagez. Et vous avez le plus âgé des grands qui leur a fait la morale en leur disant vous n'avez aucune preuve que ce sont eux qui ont fait ça. Si vous avez des preuves, vous pouvez les démarrer, je recite les termes qui avaient été utilisés, mais là c'est n'importe quoi ce que vous faites, vous vous comportez comme les racistes du Front National, il avait dit Front National, se sont comportés avec nous. Le maire de la ville, c'est une commune qui est centre-droite, du coup, il dit ce maire-là fait tout pour évincer les Roms. Il a rajouté que avant les quartiers populaires, il y avait des bidonvilles, que les anciens habitants des cités, c'était des personnes qui ont peut-être vécu dans des bidonvilles. Et donc il disait, je suis pas corda, ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Donc il faisait une petite leçon de morale. Là, cet exemple, il est archi récurrent. Enfin, ce type d'exemple de confrontation entre grands et petits, de leçons de morale, c'est archi récurrent dans la vie sociale, dans le cours ordinaire de la vie des quartiers populaires. Et ils font émerger, du coup, des prises de conscience sur les inégalités sociales et raciales
pour cette jeunesse. Et donc ils ont un rôle social important au point où les grands, ils ont parfois même un rôle politique, où ils sont enrôlés par des candidats aux élections municipales. Bon, ça fait partie du clientélisme en banlieue, mais c'est un autre sujet. Et donc les grands, ils transmettent cette vigilance antiraciste par leur vécu aux plus jeunes générations, ce qui fait que c'est un élément important, en plus de leurs caractéristiques sociales et du développement du racisme dans notre pays. Et donc cette question du racisme, elle est aussi centrale pour cette jeunesse, au point où tout mouvement de lutte doit être clairement antiraciste pour que les jeunes des quartiers populaires s'y engagent au moins idéologiquement. Là, je peux citer un autre exemple qui est arrivé durant l'enquête, c'est celui des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu de nombreuses discussions. Alors, j'ai suivi 2 groupes, notamment un groupe de jeunes hommes qui avaient 20 ans, je les ai suivis pendant 7 ans, et les Gilets jaunes, ça arrivait en plein milieu, donc on a discuté très très souvent des Gilets jaunes. Il y avait une adhésion au soulèvement, aux manifestations, aux causes. Mais dès qu'il y a eu des articles qui ont évoqué des histoires de racisme ou d'islamophobie, il y a eu un désengagement total de cette jeunesse qui dit on ne va pas les soutenir, enfin nous on n'ira pas manifester. En plus de la question des violences policières, parce qu'il y a un risque et un coût beaucoup plus important pour cette jeunesse d'aller dans les manifestations au contact de la police. Un autre élément qui peut contredire la thèse des déserts politiques pour les quartiers populaires, c'est celle des révoltes urbaines. En 2005, il y avait eu beaucoup de débats sur la dimension politique. Il y a eu encore ces petits débats en 2023, même si c'était un peu moins présent et que le terme révolte il est ressorti d'une manière un peu plus forte. La survenue, ce que j'évoquais tout à l'heure, régulière de ces événements dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans les Outre-mer, ça marque une réaction politique et antiraciste face aux expériences répétées de discrimination. D'autant plus que même si la police était la cible en 2005, une des différences entre les révoltes de 2005 et 2023, c'est que la police a été beaucoup plus prise pour cible en 2023 qu'en 2005. Et donc au vu de la solidarité qui se dégage au sein des quartiers et entre les quartiers, là je pose la question, on peut se demander en fait s'il n'y a pas ici, avec l'exemple des révoltes urbaines, une forme de lutte qui s'est historiquement ancrée dans les quartiers populaires, historiquement mobilisée par cette jeunesse des quartiers des cités, et qui est leur forme de lutte, sachant qu'elle dépasse parfois le cadre des violences policières, même si c'est une des premières causes. En plus de ça, et de manière un peu plus traditionnelle, vous avez le mouvement de lutte via les associations, et notamment les associations de victimes, très souvent portées par les femmes, et qui là aussi permet également au passage de dégratiner notre idée reçue sur les quartiers populaires qui seraient que des espaces dominés par le masculin, parce que quand il s'agit de prendre la défense des quartiers, les messages politiques ils sont très souvent portés par des femmes. Mais vous avez en face de ça une capacité de l'État à démobiliser les quartiers populaires, ce qui fait qu'il n'y a pas de front de lutte commun très puissant, alors qu'il y a une solidarité quand même territoriale entre les habitants des cités qui imbriquent l'espace, la classe, la race, mais ça nourrit pas, si vous voulez, une conscience sociale unifiée, même s'il y a des choses qui se font. Même si du coup la sociologie c'est assez pessimiste et ça m'a rendu très pessimiste, mais il y a des choses qui existent comme l'Assemblée des quartiers, donc il y a encore un peu d'espoir. Voilà, merci. Bon, à la question comment on riposte, premièrement, j'aimerais dire que la riposte, elle tombera pas du ciel. Elle doit être construite ensemble. Pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant. Et je pense que d'abord, il faut que ça passe par des campagnes d'information, de formation et de travail de recherche critique. Parce que la haine, elle se nourrit des mensonges. Parce que le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, le sexisme,
ils tiennent debout que sur des mythes construits de toutes pièces. Et je suis attachée au fait de parler de déconstruire des mythes, parce que bon, je suis une étudiante en anthropologie, mais c'est vraiment important de pouvoir déconstruire ces mythes patiemment, collectivement, en utilisant notre meilleur outil, le savoir. Un savoir critique qui sache démonter les discours nationalistes et qui sache révéler les logiques de domination, surtout, qui sache démasquer tout discours de domination, surtout quand ils sont dans nos organisations et en nous-mêmes. Parce que, bon, on l'a dit, aucune organisation n'est imperméable aux idées reçues et aux mythes construits de toutes pièces. Et donc, on doit savoir regarder en face nos pratiques, nos propos et nos orientations et avec qui on agit. Parce que se dire antiraciste, féministe ou solidaire, c'est pas un slogan, hein. C'est un engagement. C'est un engagement qui doit être ancré dans le concret. Et ensuite, je pense qu'il est essentiel de documenter systématiquement ces violences, de recueillir des témoignages, de faire des enquêtes, de produire des rapports. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment à l'Union étudiante. Il y a plusieurs enquêtes qu'on est en train de produire. Je vous invite, c'est pas pour faire la promo, mais je vous invite vraiment à rester informés sur nos réseaux sociaux, parce qu'il y a des enquêtes sur les discriminations dans l'enseignement supérieur qu'on est en train de produire. Et il y a aussi des enquêtes sur les violences commises par les groupuscules d'extrême droite sur nos universités qui sont en train d'être produites. Mais donc il s'agit aussi de démasquer les logiques systémiques qui sous-tendent ces violences. Montrer comment elles s'inscrivent dans des politiques d'État, comment elles s'inscrivent dans des dispositifs institutionnels et comment elles s'inscrivent dans des routines administratives. Parce que décoloniser, ça signifie reconnaître la centralité de nos luttes dans tous nos combats. C'est donner la parole et le pouvoir d'agir aux premiers concernés. Et c'est refuser toute instrumentalisation paternaliste ou récupération institutionnelle. Et ça implique de repenser nos modes d'organisation, nos priorités et nos alliances. Parce que notre engagement, les camarades, il n'a de sens que s'il est ancré dans la réalité du terrain. Et le terrain, c'est pas seulement aller en manif, hein. C'est construire des réseaux de soutien, c'est construire des espaces d'entraide, c'est construire des espaces de discussion et de formation, et tout cela dans le but de résister à la répression et de porter des alternatives construites pour toutes, par nous, pour nous. Ensuite, ça passe aussi par la protection concrète des étudiants les plus menacés. C'est veiller à ce qu'une étudiante voilée elle puisse circuler librement dans la fac. C'est défendre chacun selon nos moyens. Et c'est faire en sorte que personne ne soit isolé face à la violence. C'est ça que ça veut dire la solidarité en action. Et pour ça, les camarades, je suis persuadée qu'on a besoin d'un outil central, en tout cas au sein des universités, à savoir les syndicats. Pourquoi les syndicats ? Parce qu'ils sont présents là où nous vivons, là où nous étudions, là où nous travaillons. Parce qu'ils permettent de transformer notre colère en rapport de force réel. Et parce qu'ils sont surtout la forme la plus concrète d'organisation collective. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mélenchon, hein. Il dit « Soyez présents partout ». Et je vais aller encore plus loin. Soyez présents là où vous êtes déjà. Dans nos amphis, dans nos jobs étudiants, dans nos communautés. Parce que c'est là que la lutte elle commence pour arracher nos victoires. Et c'est aussi là qu'on peut se former dans le concret. Et je ne suis pas forcément léniniste, mais je vais le citer. Il dit, Lénine, il importe que les communistes de tous les pays fassent partie des syndicats et travaillent à en faire des organes conscients de lutte pour le renversement du régime capitaliste et le triomphe du communisme. Ils doivent prendre l'initiative de la création des syndicats partout où ces derniers n'existent pas. Il continue en disant « Toute désertation volontaire du mouvement professionnel, toute tentative de création artificielle de syndicats qui ne seraient pas déterminés par les violences de la bureaucratie ou par leur étroite politique aristocratique ferment aux grandes masses des travailleurs présente un danger énorme pour le mouvement
communiste. Et donc, je suis persuadé que les syndicats, c'est un outil intéressant, en tout cas, pour organiser sa pensée. Ça permet également de construire des revendications ensemble, des revendications qui soient claires. Et à l'université, il faut nommer les choses. Il faut nommer nos buts sans détour. À la fac, c'est abolir la sélection sociale qui ferme la porte aux enfants des classes populaires. C'est garantir la gratuité réelle et totale des études supérieures. C'est renforcer massivement le budget alloué à la lutte contre les discriminations dans l'enseignement supérieur. Et c'est garantir aussi un revenu d'autonomie pour qu'on puisse vivre dignement en tant qu'étudiant. Voilà nos lignes rouges, pas de compromission, pas de retour en arrière. Et qu'on se le rappelle bien, les camarades, notre lutte, elle doit être intersectionnelle. Parce que le racisme, le sexisme, la précarité, etc., ce n'est pas des oppressions séparées. C'est des oppressions qui se croisent, qui s'influencent, qui s'entremêlent mutuellement. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas de libération possible d'un côté sans libération de l'autre. Dans les mouvements féministes radicaux, on a tendance à dire que la révolution, elle sera féministe ou elle ne sera pas. Moi, je préfère dire que la révolution, elle sera intersectionnelle ou elle ne sera pas. Et pour élargir, je dirais aussi que cette lutte, elle doit être collective. Pas seulement nous, les syndicats étudiants dans notre côté, pas seulement les associations dans les quartiers, pas seulement les chercheurs isolés dans leurs labos. Non, il faut un front uni. Parce qu'aucune lutte, elle est isolée. Et il est indispensable de tisser des liens. L'offensive réactionnaire, elle est globale. Notre riposte doit l'être aussi. Ça va. L'histoire, elle nous enseigne que les droits, ils ne sont jamais octroyés. Ils sont toujours arrachés par la lutte collective. L'émancipation, elle ne se négocie pas, elle se conquiert. Alors, vous l'aurez compris, la vigilance antiraciste, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une stratégie. C'est refuser la banalisation des discours de haine. C'est refuser que l'on divise les étudiants entre bons et indésirables. C'est faire corps ensemble et dire « personne n'est isolé ». Et j'aimerais conclure en répondant à notre ministre autoritaire Bayrou qui prévoit une année blanche. Et nous répondrons par la riposte en prévoyant pour lui une année rouge. Une année rouge où la lutte antiraciste est en première ligne. Une année rouge où l'islamophobie d'État ne passera pas. Une année rouge pour en finir avec leurs projets minables, pour leur montrer que la France, c'est nous. Alors, restons debout. Restons debout dès le 10 septembre, soyons partout. L'extrême droite, elle ne gagnera pas tant que nous serons organisés, vigilants et solidaires.